Maman d'Elias. Elias, c'était ce jeune ado de 14 ans qui a été tué le 25 janvier dernier d'un coup de machette à Paris par deux mineurs multirécidivistes de 16 et 17 ans. Elle est sortie du silence, on va y revenir dans un instant, mais j'imagine que ce qui s'est passé à Nogent en Haute-Marne a ravivé le traumatisme de cette famille, parce que là encore, c'est une attaque au couteau perpétrée par de très jeunes individus. On va juste, avant d'évoquer le cas d'Elias, partir à Nogent en Haute-Marne, rejoindre Mélina Fachin, l'envoyée spéciale d'Europe 1. Mélina, bonsoir à vous. C'était encore une journée très riche en émotions Bonsoir. sur place. Oui, la journée était, particulière, pleine d'émotions puisque, en fait, le collège de Nogent a rouvert ce matin. Un peu plus de la moitié des élèves ont décidé de venir, souvent accompagnés, épaulés par leurs parents. Les cours n'ont pas, à proprement parler, repris. La journée était plutôt consacrée à des moments d'échange, des jeux, des activités. Une élève de 6e me racontait qu'avec, sa professeure de français, elle avait écrit un poème en hommage à Mélanie, la surveillante tuée mardi. À midi, comme dans tous les établissements scolaires de France, les collégiens de Nogent ont observé une minute de silence dans la cour de récréation, un moment forcément triste pour de nombreux élèves qui appréciaient Mélanie. Beaucoup d'entre eux, on le rappelle, ont aussi été témoins de l'attaque mardi et sont encore choqués. D'ailleurs, une cellule psychologique est toujours ouverte pour ceux qui en ressortiraient le besoin. Et demain, à 18 h, une marche blanche est organisée pour Mélanie. Elle partira justement de ce collège de Nogent, là où s'est effondrée la surveillante de 31 ans mardi. Merci Mélina Fachin, envoyée spéciale d'Europe 1. Maître Ostrovska, j'imagine que cette multiplication des attaques au couteau perpétrées par des mineurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles la maman d'Elias est sortie de son silence pour dire il faut agir. Elle dit il faut arrêter de réfléchir, il faut agir. Tout à fait, je vous remercie tout d'abord de nous recevoir et de nous permettre, de me permettre de porter sa parole, même si effectivement elle commence maintenant Oui. à la prendre elle aussi. Il y a effectivement deux objectifs dans tout ça. Il y a cette vérité judiciaire qu'on recherche, puisque les attaques avec les armes blanches à Nogent, c'est un couteau, mais dans l'affaire d'Elias, c'est une machette et une hachette qui sont en cause. Face à cela, il y a une volonté effectivement de comprendre la chronologie des faits, de comprendre ce qui a pu pousser ce passage à l'acte, mais il y a aussi une volonté de comprendre comment finalement tous ces protagonistes qui interviennent et tous ces acteurs qui interviennent autour des mineurs et qui gravitent tout autour des mineurs ont une responsabilité, Oui, ils sont déficients dans tout ça. Ils sont déficients à un moment ou à un autre. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'affaire Elias est décédé parce qu'il y a eu une multiplication de carences qu'aujourd'hui on cherche effectivement à comprendre et à éventuellement à mettre en cause. La maman d'Elias s'est exprimée en début de semaine. C'était un moment extrêmement émouvant chez notre consoeur Apolline de Malherbe. On va faire le point avec Célia Barotte sur ce qu'elle a dit. Et puis on va voir que l'affaire évolue. En tout cas, ça fait bouger les choses au plan politique. Célia Barotte. Plus de 4 mois après le drame, Stéphanie n'est ni en colère ni rongée par la haine, mais demande des explications sur le meurtre de son fils Elias. Pour elle, il y a bien une volonté de donner la mort lorsque l'on porte un coup de machette au thorax d'un adolescent qui sort de son entraînement de football. Elias n'avait aucune chance de s'en sortir face à ces individus qu'elle qualifie de barbares. Ce n'est pas un gros mot de dire barbare, il y a une définition, les mots ont un sens. Sortir tous les vendredis soirs, décider de voler des jeunes armés d'une machette et d'une hachette, ce sont des barbares. Désarçonnée par le parcours délinquant des deux mises en cause dans la mort de son fils, l'infirmière parisienne pointe du doigt des dysfonctionnements et un manque de lucidité de la part de la justice. Il va falloir mettre en lumière le travail des policiers, de la BAC, de la police judiciaire, qui écope d'une société qui est en train de prendre l'eau. Ils les connaissent, les délinquants. Ils passent leur temps à les attraper, à les mettre en prison, et il y a des jugements qui sont rendus qui font que ces délinquants sont remis en liberté. Les parents d'Elias saluent la décision de Gérald Darmanin de saisir l'inspection générale de la justice d'une enquête sur la mort de leur fils. Des conclusions doivent être rendues en septembre prochain. Maître Ostrovska, je rappelle, vous êtes l'avocate de la maman d'Elias. Le ministre de la Justice a admis qu'il y avait eu des dysfonctionnements dans l'affaire de ces deux mineurs multirécidivistes. Tout à fait. Nous avons rencontré Monsieur le ministre de la Justice au mois de février et nous avons évoqué tout de suite des dysfonctionnements puisque ces deux jeunes mis en examen avaient une interdiction formelle d'entrer en contact, interdiction qui a été ordonnée
par le juge des enfants dans le cadre d'une mesure judiciaire éducative provisoire, c'est-à-dire qu'on n'est même pas dans un contrôle judiciaire, on est sur une mesure éducative plus douce, qui finalement est en deçà. Il a été refusé de les placer sous contrôle judiciaire en considérant que cette mesure serait suffisante. Sauf que lorsqu'on met en place cette mesure, premièrement, on ne vérifie pas s'ils habitent à proximité l'un de l'autre. Or, ils habitent dans le même complexe, exactement, dans la même résidence, à 100 mètres l'un de l'autre. Donc, en fait, ils expliquent qu'ils peuvent même se voir presque par la fenêtre. On en est là. Deuxièmement, ils sont suivis par un certain nombre d'éducateurs. On ne sait pas aujourd'hui s'il y a eu des remontées ou pas et ce qu'il est advenu. Ces jeunes, eux, continuent de se rencontrer. Est-ce que les parents sont au courant qu'ils se rencontrent alors que les parents sont censés être avertis également de cette interdiction d'entrer en contact? Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent et effectivement probablement un dysfonctionnement et une responsabilité de l'État qui interviendra. François Pupponi, c'est accablant. Hein. Oui, ce qui est terrible dans cette affaire, c'est qu'en fait les services ne se parlent pas. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de prise en charge. Il y a une décision qui est prise et puis après, parce que les gens sont submergés de travail, ont autre chose à faire, voilà, il y a plein de raisons qui font que en fait, les gens ne se parlent pas et on ne sait pas. Et on arrive à des situations, bien sûr, dramatiques comme celle-là, mais quotidiennement. Moi, je me rappelle un jour, dans un collège, un jeune posait des problèmes et on me dit qu'il faut convoquer les parents. Donc, je convoque les parents et je me retrouve devant un adulte et je lui fais un peu la morale. Votre fils, il me dit, mais je ne suis pas son père. Mais je dis, vous êtes qui? Il me dit, je suis l'éducateur de la PJJ. Et le collège ne savait pas que le jeune était suivi par la PJJ. C'est-à-dire qu'en fait, entre administrations, ça ne se parle pas. Ça ne se parle pas. On ne se parle pas, on ne communique pas, et on arrive après à des situations qui sont insupportables comme celle-là. Alors, je disais tout à l'heure, Maître, que le fait que la maman d'Elias ait pris la parole, que cette affaire soit tellement emblématique, que ça fait un peu bouger les choses. Gérald Darmanin dit qu'il y a eu des dysfonctionnements. Cet après-midi, le Premier ministre François Bayrou a dit qu'il voulait interdire les couteaux zombies. Parce que c'est des lames incurvées à double tranchant. Il dit qu'il y a des contournements, parce qu'on peut les acheter sur Internet. Il faudra désormais qu'un adulte systématiquement impose sa signature à la réception des colis contenant un couteau. Et vous nous avez amené des photos des outils avec lesquels Elias a été attaqué. C'est bien cela ? Alors pour nos auditeurs, on va les décrire. Alors il ne s'agit pas d'un couteau zombie, il s'agit d'une machette zombie. Donc on est sur une arme de même catégorie, de catégorie D, mais on est sur une arme beaucoup plus tranchante, beaucoup plus transperçante. Et en l'occurrence, on était sur une lame de 40 cm. Une lame de 40 cm qui a perforé le thorax. Et là encore, les deux jeunes qui utilisent cette arme ne cherchent... Non seulement ils s'en servent, on n'est pas uniquement là pour la porter, l'intimider. En plus, c'est pas une arme qui se cache facilement dans une poche. Hein. Elle est cachée sous le blouson en réalité, parce que le fameux couteau de l'AFP, c'est une lame gigantesque. Mais outre ça, on est face à des jeunes qui, en fait, vont rechercher clairement les organes vitaux. Ils ne donnent pas un coup dans le genou, ils ne donnent pas un coup dans la cheville. Ils vont... Voilà, on est clairement sur une volonté thoracique, avec une volonté de tuer. Et des jeunes qui prennent ces armes avec eux. Donc il y a aussi dans le but de racketter d'autres jeunes. Dans le but de procéder exactement à une extorsion. Eric, ça vous horrifie? Pour nos auditeurs, il faut bien dire quand même que c'est des armes terrifiantes des armes de mort. À voir. Et quand on parle de barbarie, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot, mais est-ce que vraiment vous pensez que les gens avec qui vous avez parlé sont maintenant enfin ouverts à des changements, ou vous pensez qu'ils réagissent juste à une forme de pression médiatique? Il faut bien dire quelque chose, mais qu'au fond... rien ne va changer. Est-ce que vous avez l'espoir que quand même ça fasse bouger les choses? Il y a une volonté, en tout cas, que toutes les responsabilités soient mises en place, mises en cause, que les responsables politiques prennent la mesure de ce qui se passe, parce qu'effectivement, les ministres se succèdent, mais pour l'instant, on n'avance pas beaucoup. Donc on essaye aussi, de notre côté, de multiplier des rencontres. Le ministre de l'Intérieur doit nous recevoir prochainement, avant la fin du mois. On a rencontré le ministre de la Justice. Il y a eu des échanges également jusqu'à la présidence de la République. Il y a eu des échanges avec la maire de Paris,
Paris également, puisqu'en fait les faits se sont produits dans le 14e. Et les questions qu'on se pose aussi, c'est pourquoi une absence de vidéosurveillance aux abords des stades, alors qu'il y a des mineurs qui jouent dans ces stades régulièrement. Et comment se fait-il que quand ils sortent vers 19h, 19h30, il n'y ait pas de patrouille de sécurité qui soit présente, qui surveille, qui contrôle. On nous explique que maintenant on a identifié certaines zones dans Paris qui seraient plus dangereuses que d'autres. Il faut attendre la mort d'Elias pour aujourd'hui venir dire que le stade Jules-Noël était peut-être une zone dangereuse. C'est hallucinant, Catherine. Je vois aussi réagir, Françoise. Moi, je pense à la mère, comment on vit avec ce chagrin-là, et puis de penser à cet enfant qui a dû souffrir. Enfin, c'est l'horreur absolue. Voilà, mais c'est vrai. Mais ça demande, s'il faut mettre des services de sécurité, des policiers à chaque sortie d'entraînement de football, dans tous les endroits où à Paris des jeunes vont jouer en fin d'après-midi. Ça demande une organisation qui est sûrement non pas à revoir, mais à voir, parce que ça n'existe pas. C'est l'ensauvagement de la société et des jeunes qui imposent des règles nouvelles dans une ville, et dans une ville comme Paris. Bien sûr. Françoise Laborde, pardon. Moi, je pense que d'une manière générale, la protection de l'enfance, au sens large, c'est-à-dire protéger les enfants d'eux-mêmes, contre eux-mêmes, et protéger les enfants de la société, c'est l'angle mort de la politique de la France. Voilà. Depuis la décentralisation, depuis qu'on a confié la protection de l'enfance aux régions, aux départements, il n'y a plus de politique nationale. Et s'il y avait une politique nationale de protection de l'enfance, avec une vraie réflexion de protection de l'enfance, on n'aurait pas des mesurettes à droite, à gauche, à se dire tiens, il faudrait qu'on mette des caméras ici, il faudrait qu'on ait des éducateurs spécialisés là. Et la vérité aujourd'hui, c'est que personne ne réfléchit à une politique globale de protection de l'enfance. L'État manque à ses devoirs. L'État ne protège pas les enfants français. C'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. Et aucun politique ne se saisit de ce dossier, parce que ce n'est pas un dossier populaire, parce que ce n'est pas un dossier sur lequel on gagne des élections. Et puis par rapport à ces acteurs locaux qui s'occupent de l'enfance, ils refusent de parler. Enfin, ils considèrent qu'ils sont en charge d'un enfant, qu'ils doivent le protéger, ils ne communiquent avec personne. Il n'y a pas de dialogue, c'est terrible. Alors, il y a ce manque de concertation qui est infaillible. Je veux dire, là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord sur ce manque de concertation. Il y a ce manque de moyens, effectivement, donnés aux services de police, de justice et aux services également de protection judiciaire et administratif de la jeunesse, parce qu'en fait, on passe dans le judiciaire que quand l'administratif n'a pas suffi, puisqu'il peut y avoir aussi des éducateurs qui interviennent à titre administratif. Exactement. Donc ça, c'est important, mais je crois qu'on ne s'interroge pas non plus sur les causes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend des mesures en disant on va interdire la vente des couteaux, on va demander à ce qu'ils vérifient la signature quand ils réceptionnent le colis de couteaux, sachant que les armes, elles sont achetées sur Internet. C'est une question qu'on ne veut pas voir en France. C'est ça qui est scandaleux. Quand on parle de la protection de l'enfance, regardez le statut des mineurs non accompagnés. Quand tout le monde s'émeut en disant c'est horrible, il faut les accueillir, c'est parfait. Mais les autres enfants qui sont déjà là, qu'est-ce qu'on en fait? Alors Louis, rapidement. Et la vraie question aujourd'hui, c'est que c'est une politique que personne ne veut voir. Et j'allais dire, les médias sont les premiers coupables, parce que la plupart du temps, ils ne veulent pas voir. Parce que c'est indigne d'un pays et qu'on ne veut pas assister à un truc qui est horrible, c'est-à-dire que la France maltraite ses enfants. Alors Louis, une question peut-être à Maître Ostrovska. Vous avez dit être en contact à la fois avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, pour essayer de trouver des solutions pour que ça ne se reproduise pas. Mais il y a un certain nombre de groupes politiques qui considèrent que les mesures que vous proposez sont liberticides, ou alors on va trop loin. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, je partage totalement, et je m'interroge moi-même, puisque je suis également avocat d'enfants. Je fais partie du groupe avocat d'enfants au sein de mon barreau. Et il a été voté, même au sein du barreau de Versailles notamment, il y a eu une motion précisant qu'on était, on était contre la proposition de loi de Gabriel Attal. Alors qu'aujourd'hui, on se rend bien compte, je veux dire, la violence est plus que banalisée, l'autorité n'existe plus, le respect n'existe plus, que ce soit dans les écoles, que ce soit à la maison, que ce soit devant les éducateurs, que ce soit devant les juges.
il y a tout à reprendre, il y a tout à reconstruire. Et lorsque moi j'exprime que certes, il faut faire de l'éducatif, mais il faut aussi faire du répressif. L'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à des enfants, écoutez, on va vous laisser le temps des mois et des mois avec cette position de la césure, ce constat de la césure qui a été mis en place dans un premier temps pour à raccourcir les procédures judiciaires qui effectivement étaient extrêmement longues devant le juge des enfants et désengorger tout ça. Aujourd'hui, finalement, Et vous trouvez que c'est criminel quand des groupes politiques refusent ça ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les enfants d'aujourd'hui, ce seront les citoyens de demain. Et que si aujourd'hui on ne les protège pas, qu'est-ce qu'on laisse comme société aujourd'hui à ces enfants-là ? Maître Ostrovska, moi je pense beaucoup à la maman d'Elias ce soir. Qu'est-ce qu'elle va dire à Bruno Retailleau quand elle va le rencontrer ? Qu'est-ce qu'elle va lui demander au ministre de l'Intérieur ? La volonté des parents, c'est de comprendre, mais aussi d'avancer. Il y a une phrase qui a été mentionnée dès le début par notre intermédiaire dans un communiqué de presse rédigé avec les parents. Et c'est la phrase qui vraiment les anime depuis le début, c'est « protégeons les vivants ». Donc, Monsieur le ministre, aujourd'hui, nous venons vous voir parce que pouvez-vous mettre en place et comment comptez-vous agir pour protéger ces enfants ? Parce que les mots de la maman d'Elias étaient très durs sur l'inaction des politiques. Elle dit arrêtez de réfléchir, des mots très durs contre Elisabeth Borne. Il y a un rapport qui a été ordonné par le Premier ministre. Ce rapport, il y a des conclusions qui sont sorties. On l'attend toujours. On aimerait en être destinataire, on n'arrive pas à en avoir la communication, parce que visiblement aujourd'hui il n'est pas encore officiel. Mais le quand rapport de la députée. exactement. Mais quand en fait, parce que je veux dire, il y a urgence à agir et on attend. Voilà. Et on passe notre temps à attendre. Aujourd'hui, on cherche à comprendre ce qui s'est passé avec ces deux jeunes. Qui ont été, ces deux jeunes mis en examen, qui ont été précédemment jugés pour des faits d'octobre dernier. Là encore, on attend. Voilà. Ils sont en prison pour l'instant. Ils sont incarcérés dans des établissements distincts. L'un est devenu majeur depuis, puisque finalement la différence entre 17 ans et demi et 18 ans, ça a été une histoire de quelques semaines, quelques mois. Donc aujourd'hui, l'un des deux est majeur. Ils sont tous les deux incarcérés dans des établissements différents. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce soir, Maître Ostrovska. Je vous remercie. Et espérons que le ministre de l'Intérieur entende les requêtes des parents d'Elias. Merci beaucoup à vous. Merci à Louis Dragnel, Françoise Laborde, François Pupponi, Eric Nolot et Catherine Ney d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, c'est Pierre de Villeneuve que vous retrouvez sur Europe 1 soir et Christine Kelly pour Face à l'info. Bonne soirée.